Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mahamadou Nouressal qui a le plaisir de vous retrouver afin d'échanger avec vous sur les problèmes qui continuent d'assaillir notre malheureux cher Sénégal. Il y a beaucoup d'énergie que le gouvernement déploie afin d'interdire la vente de friperies. Ça n'a aucun sens, c'est insensé. Je me demande ce qu'ils cherchent par là, parce que les vendeurs là, ils sont autour de peut-être de 1 million à travers tout le Sénégal. À travers tout le Sénégal, la majorité d'entre eux, certes, est à Dakar, mais c'est à travers tout le pays qu'ils vendent. Et puis, quelles sont les familles qui n'en achètent pas? Pratiquement toutes les familles du Sénégal là, achètent ça. Parce que c'est un problème de pouvoir d'achat. Et puis, pourquoi même supprimer ça comme si le Sénégal était le seul pays concerné par cette vente-là? Non, tous les pays du monde. En commençant par la plus grande économie de ce monde-là, que sont les États-Unis, en passant par la Chine, qui est la deuxième économie, en passant par l'Europe. Mais tous sur cette planète Terre-là vendent ça. Et pourquoi le Sénégal veut-il se singulariser et refuser ces ventes-là? Ça n'a aucun sens. Peut-être qu'ils se disent que oui, c'est pour permettre aux gens qui ont des boubous, trucs neufs là, qui vendent des trucs neufs de vendre. Mais ce n'est pas ça qui va leur permettre de vendre, parce que le problème est un problème de pouvoir d'achat. Les Sénégalais n'ont plus les moyens d'acheter les trucs qui coûtent au-delà de ça. Parce qu'il n'y a pas de travail dans ce pays. Le travail est inexistant. Ce pays est un pays de chômeurs. On a 19 millions de Sénégalais et il faut considérer qu'on a au moins 18 millions 300 000 chômeurs. Sinon même plus, beaucoup plus que ça. C'est un pays de chômeurs. Les gens n'ont pas les moyens de se payer les trucs qui sont plus chers dans les magasins, les trucs neufs là qui sont plus chers, ils vont dans les friperies. Ça, on en voit partout. Dans beaucoup de ventes, c'est pas seulement au niveau des friperies, même au niveau des livres. Pour les élèves là, c'est la même chose. Les parents n'ont pas les moyens de payer, mais ils vont vers les revendeurs. C'est aussi simple que ça, c'est une logique aussi simple que ça. C'est une logique de survie, tu ne peux pas avoir 10 000 francs seulement, vouloir payer pour tous tes enfants, aussi bien des boubous que des livres. Mais soit de deux choses, il n'y a que deux options. Soit je le fais, soit je ne le fais pas. Parce que si tu vas acheter tout neuf, tu ne feras rien de cela. Alors, dans ce cas, tu es obligé de faire recours aux friperies, aux vendeurs d'occasion, aux revendeurs de livres, ainsi de suite. Et aux friperies. Ça, pourquoi le Sénégal veut-il se singulariser là-dessus? Je ne comprends pas. Ça ne leur rapportera rien, parce que s'ils pensent que c'est ce qui va pousser les gens à aller dans les magasins, vers les magasins à acheter du neuf là, les gens ne vont pas acheter du neuf parce qu'ils n'ont pas les moyens pour acheter du neuf. Aussi simple que ça. Les gens ne travaillent pas. Au Sénégal, les gens ne travaillent pas. Il n'y a pas de travail disponible. Les gens ne gagnent pas assez d'argent. Même ceux qui travaillent ne gagnent pas assez d'argent pour acheter du neuf. Mais ça, c'est aussi élémentaire que ça. Donc pourquoi vouloir supprimer ça au Sénégal alors que c'est toute la planète qui est concernée? Les friperies, ça se vend dans toute la planète. Pourquoi le Sénégal cherche-t-il à se singulariser? C'est ce que je ne comprends pas. Et puis ça ne va pas acheter cette vente-là. Ça fera seulement l'affaire des trafiquants. Il y aura des trafiquants qui vont se frotter les mains parce que ça va venir de la Mauritanie maintenant. Ils vont faire venir ça de la Mauritanie, de la Gambie, de Guinée et du Mali. Aussi simple que ça. Et il faudra déployer énormément de moyens, davantage de moyens, au niveau de la douane, au niveau des frontières, pour pouvoir empêcher cela. C'est comme la drogue. La drogue, elle vient d'Amérique latine, elle entre au Sénégal malgré tout. Et comment? Pourtant, il y a énormément de postes de contrôle. Au niveau de certains, il y a des postes de contrôle au niveau des frontières, des postes frontières. Mais, malgré tout, les frontières sont perméables au trafic de drogue, sont perméables à d'autres trafics, d'autres sortes de trafics. Au trafic du sucre, au trafic de n'importe quoi. Donc, qu'on ne croit pas qu'on a les moyens de faire observer cela. D'accord, vous allez bloquer le port. Ces trucs ne vont plus ne vont plus être acceptés au niveau du port. Ce n'est pas possible. Mais il n'y a pas que le port. Il y a toutes les frontières et le pays a 4 pays qui lui sont frontaliers si on ne tient pas compte de la Gambie qui est une enclave dans le Sénégal. Donc,
toute la frontière de la Gambie est une frontière sénégalaise. Arrêtons cela. Et ensuite, la conséquence, elle est sociale, plus que sociale, parce que le gouvernement ne gère pas que des recettes. Elle gère aussi des Sénégalais qui habitent ici. C'est un pays qui est là, des êtres humains qui vivent là. Mais ces êtres humains, vous ne pouvez pas leur donner des emplois. Vous ne pouvez pas leur donner d'emploi. L'activité privée n'existe presque pas au niveau des industries. Pour ce qui est de l'État, n'en parlons pas. Il n'y a pas de services publics. Les entreprises publiques n'existent pas, pratiquement pas. Et ces gars-là, ne travaillent pas. Ils savent que par la friperie, par la vente de ces friperies, ils ont des moyens de se faire des rentrées. Pour se gérer, pour gérer leur famille. Il faut leur en empêcher, mais c'est... Après, les conséquences, c'est quoi? Les conséquences, c'est que ça va déstabiliser socialement ce pays. Ces gens qui disaient au moins que Yari pouvait vendre ceci, cela, là. Beaucoup d'entre eux risquent de se tourner vers le crime. Voler par-ci, trafiquer par-là d'autres choses, etc., etc. Parce qu'il leur faut vivre. C'est une question de vie ou de mort. Ils vont vivre. Ces gens-là qui gagnent honnêtement leur vie, on leur empêche. On leur empêche maintenant de gagner honnêtement leur vie. Ils vont se tourner vers quoi? Vers des trucs moins recommandables. Beaucoup moins recommandables. Donc soyons sérieux. Laissons cela. Ça ne rapporte rien à l'État du Sénégal que d'empêcher ça. Surtout que ça se fait à travers toute la planète Terre. Cela dit, pour ce qui est du budget, j'ai été surpris en parcourant le projet de budget de voir qu'il y a un déficit budgétaire de 1600 milliards qui est prévu pour 2025. Déjà, on avait eu de sérieux problèmes, d'âpres difficultés pour emprunter de l'argent pour 2024. Et vous croyez que ça va être plus facile qu'avec un déficit budgétaire qui est prévu dont le montant est de 1600 milliards. Et ceux qui prêtent de l'argent, les bailleurs qui prêtent de l'argent, ils tiennent compte aussi du pays. Tout pays a un dossier. Sur le plan, pour les bailleurs là, pour ceux qui prêtent de l'argent, ils vont dire, écoutez, ce pays-là, il a une dette brute déjà qui fait plus de 77% de son PIB. Dette brute, ça veut dire dette sans les intérêts. Sans les intérêts. De 77% de son PIB. Mais, ce n'est pas un pays sûr. Donc, si je veux risquer pour leur prêter de l'argent, je vais augmenter les intérêts. Je vais leur proposer un taux d'intérêt énormissime pour me couvrir. C'est comme ça qu'il faut. Vous empruntez 1600 milliards, ces gens vous demandent un taux d'intérêt de 30%. Vous aurez 480 milliards à leur donner comme intérêt. En plus des 1600 milliards qui sont empruntés. Pour un pays qui n'a même pas les moyens d'avoir un budget équilibré. Comment payer des taux d'intérêt qui vont avoisiner les 500 milliards? Soyons raisonnables. On n'a pas les moyens d'aller emprunter parce que le pays n'a plus rien. Mais donc, supprimons, on devait réduire les dépenses au niveau du palais. 49 milliards, c'est énormissime pour un palais, pour le palais. C'est inadmissible qu'on dépense 49 milliards au niveau du palais. Inadmissible. On devrait réduire ça, ces dépenses-là, drastiquement, pour le bien du pays. Même pour la primature, on devrait réduire. Mais la primature, même la preuve, c'est que la primature, à un moment, Macky Sall n'avait pas de Premier ministre. Abdou Diouf, en 83, après 83, après avoir nommé Niass pour une semaine, il avait supprimé le poste de Premier ministre. Est-ce que ça a fait que le Sénégal était tombé malade? Point du tout. Donc pourquoi donc prévoir des budgets énormissimes pour ces institutions-là, pour la primature, alors que ça n'a pas de sens? Le pays est en train de souffrir. Réduire aussi le train de vie de l'État terriblement. Les ministres là, qui ont des salaires de plus de 2 millions ou plus, alors qu'ils sont véhiculés, qu'ils ont 2000 litres de carburant par mois, qu'ils ont des chauffeurs, qu'ils sont logés. Mais ces gens-là, pourquoi leur donner 2 millions alors qu'ils font aucune dépense en quelque sorte? Qu'ils font que la dépense de bouffer chez eux, etc. On donne 2000 litres de carburant. Alors que les autres Sénégalais là sont là, c'est eux qui payent pour leur transport, c'est eux qui payent pour leur bouffe, c'est eux qui payent pour la dépense chez eux, qui payent pour l'éducation de leurs enfants. Mais soyons sérieux. Réduisons ces salaires des ministres là. Que ce soit un maximum de 1 million. Les 2000 litres de carburant qu'on leur donne par mois, qu'on réduise ça drastiquement. Même 1000 litres c'est beaucoup, 500 litres c'est suffisant. Pour ces gens-là, soyons sérieux. Soyons sérieux. Réduisons ensuite.
La RTP, l'OFNAC là, et ces genres de structures là ne servent à rien. Et ça bouffe énormément de sous, les salaires sont élevés là-bas, sont cossus là-bas. Supprimons ça. Les salaires ici au niveau du pays, ça ne doit pas dépasser 1 million. Si ça dépasse 1 million, le reste, que ça revienne au trésor. Mais Abdou Diouf avait fait moins 15% des salaires en 92, avec son plan Sakho-Loum. Il avait fait 15% pour des salaires. Pour tous les salaires, les 15% revenaient à l'État. On est dans une impasse économique beaucoup plus terrible qu'en 92. Mais pourquoi on ne ferait pas des choses pareilles? Comment on peut faire des dépenses aussi faramineuses alors que les moyens, alors que le pays plonge davantage dans la catastrophe? Ça n'a pas de sens. Le premier réflexe du pouvoir, même ça, devait être de régler le problème de l'agriculture. L'agriculture, ce n'est pas la culture de l'arachide. Au Sénégal, il n'y a qu'une obsession qu'on a en tête, l'arachide. Mais l'arachide ne se mange pas. Ce n'est pas l'arachide qu'on cuisine comme repas de midi à midi et comme le repas dîner du soir. Mais c'est du riz qu'on consomme ici, à travers le pays du nord au sud et de l'est à l'ouest, d'est en ouest. Mais et on a 3 grands fleuves et on ne veut rien faire. On ne veut pas cultiver le riz. Alors que ça nous coûte 750 milliards de francs CFA chaque année comme importation. Alors qu'on n'a pas d'argent. Mais cultivons le riz, bon Dieu, au Sénégal. Qu'est-ce qui nous empêche de cultiver le riz? Cela fera au moins de l'emploi. Beaucoup d'emplois si on avait aménagé la vallée du fleuve Sénégal et une partie de la vallée du fleuve Gambia et de la Casamance, mais on serait autosuffisant, on pourrait même exporter du riz. Mais on en importe 750 milliards alors qu'on n'a pas les moyens. Les Sénégalais n'ont pas les moyens d'importer ça. C'est pourquoi la famine se répand comme une traînée de poudre dans ce pays. Mais soyons sérieux. Le projet de l'État, ça devrait être ça, être autosuffisant en riz. Et ensuite, quitter ce CFA qui nous étrangle, le franc CFA qui nous étrangle, qui est une propriété du pouvoir colonial français. On est indépendant de la France. Comment ça, est-on indépendant de la France? On n'est pas indépendant du tout de la France. C'est la France qui prend toutes les décisions monétaires concernant ce pays. Donc on n'a aucune indépendance. Le franc CFA est une propriété française. Ce n'est pas une propriété du Sénégal. Dans une vidéo, on en avait parlé longuement. C'est 38 milliards d'euros que la zone CFA paye chaque fois à la France là, pour le franc CFA. À l'entreprise qui a près de Clermont-Ferrand, je ne sais plus comment. 38 milliards d'euros qu'on perd chaque année, la zone CFA perd chaque année. Rien que parce que ça se fait imprimer à Clermont-Ferrand. Et c'est eux qui gèrent le franc CFA. Mais si ce pouvoir-là voulait montrer que nous sommes indépendants vis-à-vis de la France, le premier acte, c'est de rentrer avec les gars de l'AES et chercher à trouver avec eux des moyens pour quitter le franc CFA. Ce n'est pas nous parler d'autres détails, on ferme un camp militaire par ici, c'est pas ça. Le camp militaire, c'est pas ce qui nous rend dépendants ou indépendants. Ce qui nous rend dépendants, c'est que le franc CFA n'est pas contrôlé par nous. Il est contrôlé par la France. On n'a aucun pouvoir de décision là-dessus. Soyons sérieux. On ne peut pas gérer un pays comme ça. On ne peut pas qu'on a géré le pays comme il a été géré depuis les Senghor qui n'était qu'un pion de la France, qui faisait tout pour gérer les intérêts de la France au Sénégal et en Afrique francophone. On ne peut pas continuer à gérer le pays comme Senghor le gérait et vouloir dire qu'on est indépendant. Quelle indépendance, mon Dieu, quelle indépendance? Soyons sérieux, chers Sénégalais. C'est pas comme ça c'est pas ça. Ça ne fait que nous emprisonner davantage dans la dette. Au lieu de réduire les dépenses, on ne cherche pas à réduire les dépenses. On fonce tête baissée vers le mur. Parce que 77% du PIB comme depuis. Cette évaluation du PIB par rapport de la dette par rapport au PIB n'est même pas honnête. Même pas économiquement parlant, c'est même pas mathématiquement juste. Ça ne donne pas une idée de ce que c'est de la catastrophe qui attend le pays. Il fallait l'évaluer par rapport aux moyens de l'État. Quel est le budget de l'État? Le budget de l'État, c'est 6 300 milliards. On peut dire c'est combien de pourcents des 6 000, etc. Vous verrez que c'est la catastrophe. Que ça fait pratiquement... Ça ferait plus de 3 fois. Ça ferait pratiquement 3 fois le budget du pays. Le budget, c'est l'argent que le Sénégal a. Ce n'est pas pour payer dans le budget à toutes les charges. Les salaires des fonctionnaires, il y a tout cela, toutes les dépenses que font l'État. Que fait l'État plutôt, autant pour moi. Mais par rapport au budget du Sénégal, là, qui n'est même pas équilibré, on doit chercher 1500 milliards, 1600 milliards à emprunter en 2025. Et il y aura près de 30% de taux d'intérêt là-dessus. Ce sera donc 1600 plus 480. Donc 2080 milliards.
à payer rien que pour 5600. Mais c'est la catastrophe. On ne peut pas continuer à faire les mêmes choses et vouloir que ça change. Ça ne change pas. Ce régime, ce pouvoir est dans la continuité de ce qu'ont fait les Macky Sall pendant 12 ans et que nous ont plongé ici avec leur plan Sénégal émergent. De ce qu'ont fait les Abdou Diouf, les Abdoulaye Wade et les Abdou Diouf avant. Tant qu'on ne se sort. Mais George Bush, fils, avait dit que non, un pays pauvre et qui est endetté, c'est un pays qui ne sortira jamais de l'ornière du sous-développement, de la pauvreté. C'est pourquoi ils avaient pris l'initiative PPT pour réduire la dette de 18 pays africains qui étaient les plus pauvres et qui étaient très endettés en même temps, dont faisait le parti le Sénégal. Mais si George Bush, l'étranger même, avait plus de soucis vis-à-vis du Sénégal que les Sénégalais qui gèrent le pays actuellement. Lui-même songeait à ce que le Sénégal ne pouvait pas s'en sortir avec une dette qui était à l'époque ridicule par rapport à la dette que nous avons actuellement. C'est une bombe à retardement qui va exploser tôt ou tard. Mais, chers Sénégalais, comme nous aimons notre patrie, nous aimons notre pays, nous ne voulons pas être là seulement pour bavarder, nous voulons que cela change, nous voulons demander aux autorités de changer cela. Sinon, on va vers la catastrophe, on va vers le mur. Et vers le mur, c'est Orechni qui est là-bas, on va exploser avec. Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora. Merci de votre patience et au revoir. Docteur.